Vous écoutez Crime Story, le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué, deuxième et dernier épisode. Le lundi 5 septembre 1995, 4 membres d'une même famille sont retrouvés tués dans leur maison d'une petite commune de la Sarthe. Christian, sa femme Brigitte et leurs 2 filles aînées, Sandra et Audrey, ont été massacrés. Dans la chambre à l'étage, la petite Solène, 2 ans, a été épargnée. Dany et Martine, qui sont à la fois les voisins de la famille et le frère et la belle-sœur de Christian, disent d'abord ne rien avoir entendu. Jusqu'à ce que Martine change de version. Martine Le Prince raconte aux gendarmes que le soir du meurtre, elle a dîné en famille avec ses 3 filles et son mari Dany. À la fin du repas, Dany est sortie de table. Martine a alors rassemblé les restes du dîner pour les apporter dans le garage, afin de les donner aux chiens. Alors qu'elle s'affaire dans la cuisine, elle entend des cris. Elle sort dans le jardin. Depuis le pas de sa porte, elle aperçoit Christian, près de la haie qui sépare les 2 propriétés. Il y a quelqu'un de plus grand derrière lui, avec dans les mains un objet qu'il brandit au-dessus de sa tête. Martine reconnaît Dany. Elle lui crie d'arrêter, mais c'est trop tard. Dany assène déjà des coups à son frère, avec cet objet brillant qu'il tient dans les mains. Toujours selon Martine, ses injonctions ne stoppent pas son mari. Elle décide alors de traverser le jardin de Christian pour aller prévenir Brigitte. Quand elle arrive devant la maison voisine, elle pousse la porte et entre. Martine découvre alors les cadavres de sa belle-sœur et de ses 2 nièces. Elle est sous le choc, ne parvient plus à réfléchir. Comme si elle était en pilote automatique, Martine fait demi-tour et rentre chez elle en enjambant le grillage derrière la maison, pour éviter que Dany ne la voie. En tout, la scène n'a duré que 7 ou 8 minutes. Martine s'installe devant la télé, à côté de ses filles, sans rien dire. Elle craint que son mari réalise qu'elle a tout vu. Les filles finissent par aller se coucher. Martine reste devant la télé. Puis elle s'y endort. À 23h, elle se réveille et rejoint la chambre à coucher. Dany dort dans le lit. Martine s'allonge à côté de lui. À 2h30, le réveil du père de famille sonne. Il se lève pour se préparer à sa journée de travail, sans échanger un mot avec sa femme. Martine règle son alarme sur 6h30 et se rendort une nouvelle fois. Le matin, elle se réveille en retard. Quand elle sort de chez elle pour se rendre à la ferme, elle constate que le corps de Christian n'est pas près de la haie, à l'endroit où elle a vu son beau-frère se disputer avec son mari la veille. Elle hésite à appeler la gendarmerie, dit-elle. Mais j'avais tellement peur, et puis tout cela me semblait irréel, comme un cauchemar. J'avais dans la tête des flashs. Damien, comment réagissent les gendarmes en entendant le récit de Martine ? Les gendarmes, surtout, ils ont l'impression de, ça y est, de tenir le nœud de l'énigme. Alors, ils vont interroger Célia, qui est la fille aînée de Dany et de Martine Le Prince, et qui, elle aussi, va accuser son propre père, alors dans une version quand même un peu différente. Elle dit qu'elle a ouvert la porte de chez elle et vu un homme se jeter sur son oncle dans le jardin et qu'elle s'aperçoit à ce moment-là que cet homme, c'est son père. Mais elle dit aussi qu'au même moment, elle entend des cris de ses cousines dans la maison voisine et qu'elle ne voit pas sa mère jusqu'au lendemain. En clair, elle laisse penser que certes son père est impliqué, mais que sa mère pourrait l'être aussi. Est-ce qu'il y aurait un mobile pour ces meurtres ? Le mobile principal peut être une forme de jalousie parce que d'un côté, il y a le frère qui a réussi, qui n'a pas repris l'exploitation familiale, qui a ouvert sa carrosserie. Et puis de l'autre côté, il y a Dany, le prince, celui qui rame un peu, qui est obligé de cumuler 2 emplois, c'est-à-dire qu'il travaille à la fois sur l'exploitation familiale la journée et la nuit, on l'a dit, il se lève à 2h30 du matin pour aller travailler, comme sa femme Martine d'ailleurs, à la Socopa, qui est une entreprise, une sorte d'abattoir où on fait de la découpe de viande, même si lui fait d'autres tâches dans cette entreprise. Dany Le Prince, en gros, il travaille 18 heures par jour entre la ferme et cet emploi dans l'abattoir. Et malgré tout, il a du mal à joindre les 2 bouts, alors que ça semble beaucoup plus facile pour son frère. Les gendarmes soupçonnent Dany Le Prince d'avoir assassiné Christian, son frère, et sa famille. Qu'est-ce qu'il répond à ça ? Pendant tout le début de sa garde à vue, il va rester sur la version de dire moi je suis innocent, je n'ai rien fait. En fait, il va craquer à la 46e heure de sa garde à vue, c'est-à-dire on est à 2 heures de la fin de la garde à vue, on est vraiment toute fin d'audition. Et là, il va donner pour la première fois une version des faits où il se dit
coupable et il va donc craquer pour dire qu'effectivement c'est lui qui a massacré son frère et la famille de son frère. Jusqu'à ce moment-là, Danny le Prince s'en était tenu à la même version. Le soir du meurtre, il est rentré chez lui à 21h20 après s'être occupé de la ferme. Il a regardé dans son lit un film. Il s'en souvient bien, il est 21h54 exactement quand il éteint la lumière. Et son réveil est réglé sur 2h30. Mais 2 heures avant la fin de sa garde à vue, il change de récit. Danny le Prince reconnaît avoir tué son frère Christian. Il raconte que le soir du dimanche 4 septembre, il rentre très énervé. Le bilan comptable négatif de la ferme l'a mis en colère. Il décide alors de se tourner vers son frère Christian pour lui demander un prêt de 20 000 francs. L'entreprise de ce dernier marche bien, il n'a donc aucune raison de lui refuser ce coup de main. Mais l'échange ne se passe pas comme prévu. Danny doit déjà plusieurs milliers de francs à Christian, qui ne souhaite pas laisser cette dette grossir. Le ton monte. Christian souhaite en toucher un mot à Martine et il se dirige vers la maison de son frère et sa belle-sœur. C'est alors que Danny le rattrape, la feuille de boucher dans la main, et commet l'irréparable. À propos de Martine qui aurait tenté de le stopper, il confirme qu'elle est au courant, mais ajoute « elle n'a rien pu faire ». Le soir du vendredi 9 septembre, 5 jours après le meurtre, Martine le Prince est entendue par un juge d'instruction. Et elle réitère ses accusations. Pour le juge, l'affaire est pliée. Danny le Prince est coupable. Damien, Martine est entendue comme témoin, elle n'est donc pas mise en cause. Ce qui peut paraître un tout petit peu étrange dans la mesure où certes, elle a chargé beaucoup son mari Danny en racontant qu'il était le seul auteur de ce quadruple meurtre. Simplement, il y a aussi le témoignage de leur propre fille qui, elle, évoque une scène de violence entre Danny et son frère à l'extérieur de la maison, mais qui dit aussi entendre des cris à l'intérieur. Donc s'il y a des cris à l'intérieur, c'est qu'il y a une deuxième personne potentiellement à l'intérieur. Cette personne, ça peut être ou ne pas être Martine, mais en tout cas, la question se pose. Et c'est difficile d'imaginer que Danny le Prince seul a pu effectuer ce quadruple meurtre sans finalement qu'on entende des cris. On sait aussi que les corps ont été transportés. Enfin, tout ça est difficile quand même pour un homme seul. Simplement, Danny le Prince est considéré comme le coupable et donc comme un coupable solitaire. Pourtant, dans sa version des faits, celle où il reconnaît avoir tué son frère, il ne fait absolument pas mention de Brigitte et de ses nièces. Non, ça figure pas du tout dans son récit de la nuit du meurtre. Et il y a une autre incohérence. Il dit qu'il a pris ce fameux couteau de boucher dans le tiroir où justement Martine elle-même dit qu'il a disparu depuis le 2 septembre, donc 2 jours avant le meurtre. Immédiatement après avoir formulé ses aveux, Danny le Prince se rétracte. Alors oui, quelques heures, quelques jours plus tard, une fois qu'il va être entendu par le juge d'instruction, il va immédiatement dire que ses aveux ne valent rien, qu'il est innocent. Il va expliquer qu'au moment de passer ses aveux, il était perdu, exténué, qu'il ne savait même plus s'il faisait jour ou s'il faisait nuit à l'extérieur. Alors, il avait refusé de s'adjoindre les services d'un avocat pendant cette garde à vue, en gros en disant j'en ai pas besoin puisque je suis innocent. Il raconte que les gendarmes lui ont mis beaucoup de pression, qu'ils l'ont même insulté, qu'ils l'ont menacé d'envoyer ses filles à l'assistance publique, que l'un d'eux lui aurait dit de toute façon c'est fini pour toi, ta femme elle t'a vu courir après ton frère avec la feuille de boucher. Lui il dit qu'il est dans un état complètement second. Il dit même qu'à un moment donné il entend un cri dans la gendarmerie et il pense que c'est sa fille qui est en train de vivre un très mauvais moment en audition, alors qu'en fait sa fille n'est pas là, mais il interprète ça comme le cri de sa fille et qu'il perd complètement pied, qu'il décide finalement d'avouer pour être tranquille, et il dit qu'à ce moment-là forcément le piège s'est refermé sur lui. Dans les heures qui suivent la garde à vue de Danny le Prince, le procureur de la République se présente à la presse. Il déclare qu'il y a eu des aveux, sans plus de précision. Est-ce qu'il a avoué ? Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui permettent de conforter les déclarations qu'il a faites. Est-ce que l'arme du crime a été retrouvée ? Les journalistes en déduisent que Danny le Prince a reconnu tous les meurtres. Dans les journaux, un nouveau surnom lui est dédié, le boucher de la Sarthe. Les habitants du village sont sonnés. Ils n'auraient jamais imaginé un tel dénouement. Danny le Prince est mis en examen pour le quadruple meurtre. L'enquête, elle, se poursuit. Et contre toute attente, rien ne vient étayer la version donnée par le mis en cause. L'ADN de Danny le Prince n'est retrouvé nulle part, ni dans la maison, ni sur les cadavres des victimes, ni sur la feuille de boucher désignée comme l'arme du crime.
Un ADN est bien prélevé sur le manche, mais on ne sait pas à qui il appartient. Pas à Dany en tout cas. 2 types d'empreintes de pas sont prélevées dans les traces de sang qui maculent le sol de la scène de crime. Celles de Martine sont vite identifiées, ce qui coïncide avec sa supposée venue dans la maison juste après les meurtres. L'autre trace de pas est celle d'une chaussure de type Doc Martens, de la taille 40-41. On imagine que ce sont celles de Dany. Mais c'est impossible. L'exploitant agricole chausse du 45-46. Le jeudi 22 septembre, 17 jours après la découverte des corps, une reconstitution est organisée. Dany Le Prince, suspect numéro 1, est amené sur le lieu du crime, à seulement quelques mètres de sa propre maison. On lui demande de refaire les mêmes gestes que la nuit du meurtre. Il refuse. « Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, je suis innocent. » Damien, à partir de ce moment-là, Dany Le Prince se rétracte donc officiellement. Alors non seulement il va se rétracter, mais en plus il va aller beaucoup plus loin, puisque le lendemain, quand il est réentendu dans le bureau de la juge, il va accuser sa femme Martine. Il dit que c'est elle qui a massacré tout le monde. Une confrontation est alors organisée entre Dany et sa femme Martine, mais aussi en présence de leur fille Célia. Oui, dont on se souvient qu'elle avait aussi livré un témoignage, alors qui n'était pas exactement le même que sa maman, mais qui impliquait quand même son père dans au moins un des 4 meurtres. Mais en fait, cette confrontation dans le bureau du juge, elle ne fait pas vraiment avancer les choses, puisque chacun va camper sur sa position. Dany va dire « je suis innocent, c'est Martine ». Martine va dire « je suis innocente, c'est Dany ». Et Célia, elle va juste confirmer qu'elle a vu effectivement son père tuer son frère. Ce qui va faire avancer les choses, c'est le témoignage de Solène, la petite rescapée qui va parler 6 mois après le massacre. Dans des conditions un peu particulières. Il faut se souvenir que Solène, au moment de l'extermination de sa famille, elle a 26 mois, c'est-à-dire elle a un tout petit peu plus de 2 ans. Donc quand elle est entendue, elle a à peine 3 ans et elle va être entendue dans le bureau du juge. Alors certains diront même qu'elle était sur les genoux du juge d'instruction et elle va désigner sur photographie Dany Le Prince en disant « tonton méchant ». Et elle va aussi raconter que sa tante Martine, par contre, elle est gentille et que le soir du meurtre, elle l'a lavée et elle a dormi avec elle. Alors, ça veut dire qu'à la fois, la petite Solène, du haut de ses 3 ans, elle charge encore un peu plus Dany Le Prince, mais aussi, elle introduit l'idée que Martine n'a pas seulement été témoin dans cette affaire, mais qu'elle a pu aussi être complice. Et cette déclaration de la petite fille amène Martine à changer une nouvelle fois de version. Oui, parce qu'elle va dire, bah oui, effectivement, Solène a raison, ce soir-là, je lui ai bien donné un bain, je l'ai ensuite amené chez ses grands-parents, René et Robert, et quand Martine dit, bah j'ai raconté à ma belle-mère, à René, ce qui s'était passé, que du coup, elle a refusé de garder la petite, donc effectivement, Martine dit, bah je l'ai ramenée à la maison, dans la chambre. Encore une fois, et c'est pas la première fois dans le dossier, Martine, elle change à nouveau de version et puis surtout, on peut se poser la question, mais comment elle a pu omettre de raconter cet épisode capital dans la soirée du meurtre, de dire bah elle a pris en charge la seule rescapée, elle lui a donné un bain, elle a essayé de l'amener chez les grands-parents, enfin ça paraît sidérant qu'elle ne l'ait pas tout de suite dit aux gendarmes mais qu'elle le dise des mois plus tard. 2 ans après, l'enquête est close. Pas d'éléments nouveaux. Toujours aucune preuve matérielle, aucune implication officielle de Martine qui reste un simple témoin, mais un faisceau d'indices contre Dany Le Prince. Son procès s'ouvre le lundi 8 décembre 1997, devant la cour d'assises de la Sarthe, au Mans. Depuis ce matin, les habitants de Torigny attendent. Ils sont venus exorciser de vieux démons. Un à un, les 46 témoins sont appelés par le président du tribunal. Parmi eux, les parents Le Prince, René et Robert, venus voir ce fils qui se dit aujourd'hui innocent des 4 meurtres dont on l'accuse. L'accusé, présenté depuis 4 ans comme le coupable évident, apparaît calme, sûr de lui. Martine, qui est entendue comme témoin et qui n'est donc pas mise en cause, est beaucoup plus fébrile. Elle ne sait plus, hésite, a besoin de s'asseoir pour reprendre ses esprits. Jean-Louis Pelletier, l'avocat de Dany Le Prince, insiste durant sa plaidoirie sur les zones d'ombre du dossier. L'empreinte de pas, dont on n'a jamais su à qui elle appartenait, la faiblesse du mobile, un différend financier qui s'élève à 20 000 francs, la précipitation du juge à désigner un coupable et à ne jamais remettre en question la première orientation de l'enquête. Le mardi 16 décembre 1997, après 9 jours d'audience et seulement quelques heures de délibération, les jurés de la cour d'assises rendent leur verdict.
Après 3h30 de délibéré, la cour d'assises a condamné Dany Le Prince à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. À 40 ans, Dany Le Prince est reconnu coupable. Damien, comment est vécu ce verdict ? Dany Le Prince, lui, il n'a pas tellement de réaction, étonnamment d'ailleurs, mais il s'est de toute façon toujours défendu de manière un tout petit peu étrange et un peu décalée. Il se trouve que ce procès, en fait, c'était évidemment l'affrontement entre deux thèses et entre deux clans, ceux qui pensaient réellement que Dany Le Prince était innocent et qu'on était en pleine erreur judiciaire, et puis d'autres qui pensaient qu'il était 100% coupable. Donc il y a eu même des mobilisations, des comités de soutien qui se sont créés autour de Dany Le Prince pour essayer de le soutenir, et puis ces comités de soutien, ils sont totalement sidéré par le verdict, puisque Dany Le Prince, il écope de la peine maximale, perpétuité 22 ans de sûreté, dans un dossier où il n'y a pas le commencement du début d'une preuve matérielle et où des aveux tiennent sur 3 ou 4 pages de procès-verbal qui ont été retirés quelques heures après par Dany Le Prince. En 2005, 8 ans après sa condamnation, Dany Le Prince dépose une requête en révision. Oui, alors c'est une procédure qui est lourde, qui va rarement au bout, mais là la Cour va quand même demander un supplément d'informations l'année suivante, c'est-à-dire qu'elle considère que cette requête en révision n'est pas complètement fantasque. Ça va donner beaucoup d'espoir à Dany Le Prince et à ses soutiens. Ses avocats, ils mettent quoi en avant? Ils mettent l'existence d'un ADN féminin retrouvé sur le couteau ensanglanté qui a été découvert dans la maison du drame. Alors c'est pas la feuille du boucher, c'est un autre couteau. Donc 12 ans après les faits, l'enquête, elle va être rouverte, et en juillet 2010, la peine de prison de Dany Le Prince, elle est même suspendue. Il va quitter la prison avant la fin de sa période de sûreté. C'est quand même un phénomène assez rarissime, d'écourter une peine comme celle-là, une peine très lourde. Ça introduit quand même que la justice se pose de sérieuses questions sur le verdict de cour d'assises. Mais le 6 avril 2011, la requête est finalement rejetée par la Cour de révision. Et il doit donc retourner en prison. Il a alors 53 ans. Son avocat va déposer à ce moment-là une demande de grâce présidentielle qui sera rejetée par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, le 5 octobre 2011. Le vendredi 19 octobre 2012, c'est-à-dire environ un an plus tard, il se voit accorder, Dany Le Prince, une libération conditionnelle par le tribunal d'application des peines de Melun. Il va donc sortir de prison. Ce sont ses premiers pas d'homme libre depuis 16 ans. Dany Le Prince, entouré de sa femme et de son avocat, quitte la prison de Poissy, sans un mot, ou presque. Et il va partir s'installer avec sa nouvelle femme, Béatrice, dans le Lot-et-Garonne, où d'ailleurs il va travailler sur une exploitation agricole. Il doit évidemment porter un bracelet électronique pendant une année et respecter un contrôle judiciaire assez strict. Mais son combat n'est pas terminé pour autant. Il redépose avec de nouveaux avocats une nouvelle requête en révision en 2021, toujours sur le fondement d'un certain nombre d'ombres au dossier. Il y a notamment cette fameuse empreinte de Doc Martens dont on a parlé. Il demande aussi un certain nombre d'analyses ADN. Donc il y a une nouvelle enquête qui est ouverte, qui est toujours en cours aujourd'hui. Au printemps dernier, au mois de juin 2024, Martine, l'ex-épouse de Dany Le Prince, qui est quand même celle qui l'a chargée à l'époque et dont les témoignages ont été assez fluctuants, elle a été convoquée chez le juge d'instruction qui est en charge maintenant de cette nouvelle enquête sur l'affaire Dany Le Prince. Alors, elle n'a pas été mise en examen, elle a été placée sous le statut de témoin assisté, qui est un statut un peu hybride en France, qui est entre le statut de simple témoin et le statut de mise en examen. C'est vraiment quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, mais en gros, ça veut dire, voilà, on estime qu'on n'a pas assez d'éléments pour l'impliquer complètement, mais qu'elle a quand même un statut dans ce dossier qui est un peu particulier. 30 ans ont passé depuis le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué. La justice a désigné un coupable, mais l'enquête continue. Certains enquêteurs sont convaincus que Célia, la fille de Dany et Martine Le Prince, a menti pour couvrir sa mère. D'autres que l'ancien agriculteur est bien coupable. Renée Le Prince, la mère de Dany et Christian, s'est suicidée en 2007. Robert, leur père, est mort 9 ans plus tard, en 2016, sans connaître la vérité. Solène, la petite rescapée de cette nuit d'horreur, a désormais 32 ans et ne sait toujours pas qui a tué ses parents et ses 2 sœurs. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien.
avec à la production Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts.